Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avec nous à cette nouvelle émission dans le cadre du salon Solutions Covid Expo. Je rappelle que c'est un salon destiné aux dirigeants et dont l'objectif est de permettre aux dirigeants de constituer leur boîte à outils de la reprise. Alors, nous retrouvons 4 invités prestigieux pour traiter un sujet très important, celui de l'organisation des normes et des procédures, les outils indispensables pour préserver la croissance. Alors, pour traiter le sujet, nous avons avec nous M. Abdrahim Taibi, directeur de l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Bienvenue, M. Taibi. Merci. Et nous avons avec nous Narjis Fiani, fondatrice et managing director de GrowShine Consulting. Bienvenue. Merci Narjis, pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Nous aurons également avec nous, dans un deuxième temps, pour des conditions, pour des questions plus de sécurité et puis de distanciation sociale, nos deux invités suivants qui sont M. Youssef Adnani de CertiTrust et M. Khalid Yousfi de la Poste Digitale vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Alors, sans plus tarder, je vais commencer, honneur aux dames, je vais commencer par vous, Narjis. Donc, vous êtes fondatrice du cabinet GrowShine Consulting. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter votre cabinet avant de lancer les échanges? Alors, GrowShine Consulting est un cabinet qui est spécialisé dans la gamification et la créativité. Nous accompagnons aujourd'hui les cadres et les entreprises dans la mise en place de l'agilité dans leur organisation. Et pour cela, nous travaillons sur l'équipe, l'individu et les processus. Voilà, de manière synthétique et rapide. Merci infiniment. Je vous retourne la question, Monsieur Taïbé, c'est Abdrahim. Vous êtes directeur de l'IMANOR. L'IMANOR a été mis sous les projecteurs en cette période, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Donc, c'est l'Institut marocain de normalisation. Est-ce que vous pourriez présenter l'Institut? Merci pour l'invitation. Donc, l'Institut marocain de normalisation est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Elle a démarré en 2014. Sa mission principale, c'est de produire des normes, les normes dans tous les domaines, pas uniquement les normes qualité, les normes environnement, donc les normes de produits, les normes de système de management, les normes de services, tous les produits qui sont à normaliser. Elle a aussi pour mission de certifier la conformité aux normes. Bien sûr, une norme élaborée doit être évaluée. Donc, elle offre aux entreprises cette opportunité de prouver et d'attester la conformité de leurs produits, de leur système de management. Elle offre aussi des prestations de formation de manière à aider l'entreprise à bien comprendre, à bien assimiler, à bien conduire ses projets de mise en place d'une démarche qualité ou tout simplement de mise en conformité aux normes. Également, un service d'information. Elle offre des services d'information parce que l'entreprise qui souhaite exporter doit en permanence être informée de ce qui se passe à l'étranger, de point de vue réglementaire, procédural, évaluation de la conformité. Donc, l'IMANOR constitue un pont permettant d'importer ou de transférer ou de mettre à niveau l'entreprise marocaine en matière d'information. Et l'autre mission de l'IMANOR, c'est de représenter le Maroc auprès des instances, auprès des organisations internationales et régionales de normalisation. Bien entendu, elle gère des processus pour faciliter aux opérateurs économiques marocains la prise de position dans la scène de normalisation nationale et internationale. Alors, si on parle beaucoup de la norme et des fois on a des confusions parce que tout le monde n'est pas un spécialiste et on pense des fois systématiquement à telle ou à telle norme. C'est quoi une norme concrètement? Qu'est-ce qu'une norme? Merci pour cette question. Effectivement, malheureusement, lorsqu'on parle de normes de qualité, on saute directement à l'ISO 9001. C'est la qualité. Alors, ce n'est pas vrai parce que la première norme a été officiellement produite à peu près 1901 sur les produits électriques. Les normes ont suivi après la guerre mondiale pour organiser le marché, pour caractériser les produits. Donc, une norme, c'est un document qui apporte des solutions à des problèmes qui se posent d'une manière répétitive. Nous avons besoin d'acheter un produit pour un usage bien déterminé, donc il faut que ce produit fonctionne. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il réponde à un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques sont fixées dans des normes. Un industriel qui veut produire un produit donné a besoin de la répétabilité. Pour pouvoir l'assurer, il faut des normes. Donc c'est pour cela que la communauté internationale s'est efforcée pour élaborer des normes et des caractéristiques techniques, bien sûr, qui émanent de la recherche. Ce ne sont pas des avis qui sont exprimés par unanimité ou ce sont des résultats de recherche qui sont formalisés et traduits dans des normes et qui deviennent
des bonnes pratiques qui sont adoptées partout dans le monde. Et après, on commençait à parler de normes internationales. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on produit un produit, on le produit localement pour le monde, pour tout le monde. Donc il faut toujours s'inspirer des normes internationales pour établir des caractéristiques, pas pour notre propre usage, mais pour qu'elles soient adaptées à tous les usages, quelle que soit la situation géographique de l'utilisateur. D'où l'importance de donner à la norme produit le rôle qu'il mérite ou la valeur qu'il mérite. Parce qu'il faut commencer par normaliser le produit, avoir un produit de qualité. Après, il faut assurer cette qualité dans le temps. Alors, cette qualité est assurée par des normes de management. Donc, la norme ISO 9001 ou ISO 14001 ou 45001, elles sont venues pour un petit peu stabiliser une qualité bien déterminée, pour stabiliser une protection de l'environnement bien déterminée. Donc, il vient on ne peut pas aujourd'hui espérer faire de la qualité avec des normes de management si on ne règle pas des problèmes de conformité des produits. Donc le management, il vient pour couronner des efforts qui sont démontrés par le produit. Voilà grosso modo un petit peu la norme, c'est-à-dire la signification de la norme merci infiniment. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. C'est Abdelrahman, une question. Est-ce que la norme en tant que telle est l'apanage de grandes entreprises uniquement, ou des multinationales, ou est-ce que la PME aussi est concernée, la petite entreprise aussi est concernée? Alors la norme, c'est pas la qualité. La norme, c'est la qualité minimale. Ça veut dire la norme. Lorsqu'on fait la norme, lorsqu'on dit je suis conforme à la norme, ça veut dire que ça veut pas dire que je fais de la qualité. Je fais la qualité minimale est assurée. Alors pourquoi? Parce que la norme est soumise à un mécanisme d'élaboration par consensus. Donc, il faut prendre en considération l'avis de toutes les entreprises, de toutes les catégories d'entreprises. La norme ne doit pas être utilisée pour défavoriser la PME. C'est pourquoi, dans les comités qui sont chargés d'élaborer les normes, qui sont ouverts d'ailleurs à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, on travaille sur la base du consensus. Il faut aligner la norme pour contenir tous les intérêts. La norme doit être assurée un équilibre. Dans la recherche de cet équilibre, on perd la performance, la grande performance, mais on assure la qualité minimale. Donc l'entreprise, la petite entreprise, peut se retrouver facilement dans les normes. Il n'y a pas de problème parce que la norme ne doit jamais être une contrainte un obstacle face à une PME qui constitue aussi, parce que la grande entreprise, elle se base dans ses affaires sur une chaîne de valeur qui est constituée par des PME, des TPE, etc. Donc on ne peut pas espérer mettre en place des normes alignées taillées sur les grandes entreprises pour écarter une grande partie d'entreprises qui font partie de notre chaîne de valeur. Donc la norme, elle est inclusive. Le processus de normalisation est inclusif. Aussi, le mécanisme d'élaboration de la norme fait que la TPE ou la PME peut à n'importe quel moment exprimer son point de vue. Il y a des enquêtes publiques, il y a des processus de révision. Et il y a un arbitrage au cas où on constate que la grande entreprise impose son point de vue, la loi, c'est-à-dire charge les départements concernés d'intervenir pour arbitrer de manière à faire le choix de l'intérêt général et non pas de l'intérêt de la grande entreprise ou de l'entreprise la plus puissante. Merci monsieur Taibi. Alors Nargis Fiani, vous êtes une spécialiste de la créativité, de l'agilité. Vous accompagnez des entreprises, notamment de grandes entreprises, à mettre en place des process pour être plus agiles et pour être plus créatives. Et souvent, on confronte le fait d'être une entreprise qui travaille avec certaines normes ou des fois qui respecte certaines normes ou qui suivent certaines procédures à la créativité, à l'innovation comme si c'était un frein. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre une démarche d'agilité au niveau des grandes entreprises et des grandes structures, quel que soit le type d'organisation qu'il peut y avoir? Est-ce que c'est quelque chose de gérable? Alors, justement, votre question est vraiment pertinente, surtout dans ce contexte actuel de Covid. Nous avons vu et vécu pendant cette période un grand chamboulement au niveau des modes de fonctionnement, au niveau interne des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont pu justement, qui ont démontré une agilité, ils ont pu limiter les dégâts. Je dirais aussi... par rapport à votre question, les grandes entreprises aujourd'hui, qui sont très structurées, qui ont mis en place des normes et qui ont des normes établies et des démarches de procédurales assez établies, l'agilité
pour eux, c'est une nécessité. Et pour moi, c'est pas que les grandes entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises, que ce soit de taille moyenne ou grande ou petite, doivent justement intégrer l'agilité dans leur façon de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces grandes multinationales ou grandes entreprises, ces normes, elles sont bien établies, bien ancrées, et donc des fois, on a du mal à les bousculer. Mais je dirais que cela, des fois, pourrait créer une menace pour continuer l'activité ou pour la continuité de ces organisations. Je peux dire aussi que pour mettre en place une démarche d'agilité, il faudrait intégrer ou renforcer trois compétences qui sont pour moi clés. La première, c'est l'adaptabilité. La deuxième, c'est la réactivité. Et en dernier, c'est la flexibilité. Autre chose qu'il faudrait vraiment intégrer, c'est la co-construction. C'est co-construire la nouvelle culture visée, parce que la culture actuelle devient un moment caduc, et surtout dans cette période de Covid, il faudrait vraiment réinventer les choses. Et en dernier, c'est mettre les collaborateurs, comme je disais tout à l'heure avec quelques membres parmi nous, mettre les collaborateurs au centre du processus de réflexion et de conception. D'ailleurs, en parlant des collaborateurs, est-ce que souvent le facteur de blocage dans une organisation est souvent lié au changement, à la résistance au changement, au fait que l'organisation qu'on met en place n'est pas toujours acceptée par le collectif. Alors, comment est-ce qu'on peut passer du jeu vers le nous? Comment est-ce qu'on peut passer à une démarche où les décisions sont acceptées collectivement, et comment est-ce qu'on peut engager toutes les forces vives d'une entreprise pour aller dans le sens du respect d'une certaine organisation. Parce que quand on parle de normes, par exemple, comme vous avez dit, c'est le minimum à respecter, la qualité minimale à respecter. Finalement, c'est le rôle de l'ensemble des collaborateurs, parce que chacun a un rôle à jouer à un moment donné, et si tout le monde n'est pas convaincu et conscient, et si tout le monde ne connaît pas l'importance de sa mission, de son rôle et de sa contribution à la réalisation d'un travail de qualité, on ne peut pas y arriver. Donc comment est-ce qu'on arrive à mettre en place et à booster cet engagement collectif au sein d'une entreprise? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à l'instant. Je peux même dire que la résistance au changement, c'est tout à fait naturel. Changer, ça demande, c'est un processus, ça prend du temps, et il faudrait vraiment être préparé en amont. Il faut anticiper et faire un bon travail de préparation en équipe de top management. Et vraiment, le top management a tout son rôle à jouer pendant cette période, parce que voilà, il doit instaurer un climat de confiance auprès de l'équipe. Il doit vraiment créer un certain cadre authentique pour pouvoir justement libérer la parole, pour pouvoir être engagé. Et puis, par exemple, je peux même donner un exemple. Si je vous demande de mettre en place des règles du jour au lendemain, il y aura certainement une réticence, il y aura certainement une difficulté à adopter les règles de manière facile et immédiate. Par contre, si je vous implique en amont et je vous dis c'est quoi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et donc là clairement on peut se mettre d'accord et on peut aller tous les deux en avant et on peut mettre les plans d'action comme on le souhaite. Donc l'implication est vraiment clé pour engager justement les gens et pour justement dépasser ce blocage de résistance au changement. Merci Nargis. Oui, je vous en prie. Pour la résistance au changement, effectivement, mais contrairement à ce qu'on le croit, la résistance ne vient pas uniquement du bas, elle est parfois elle vient du haut. Parce que le chef d'entreprise, il se trouve parfois forcé de suivre une démarche qualité ou une démarche d'organisation sans toutefois avoir envie de le faire. Et il commence à résister par n'importe quelle moyenne en mettant en place des démarches qui ne sont pas vraiment conformes. C'est pourquoi qu'il faut agir dans les deux sens. Avoir une réelle implication du chef d'entreprise, et cette réelle implication qui va motiver, qui va encourager les autres composantes à adhérer à la démarche. Et c'est facile pour les autres de venir que pour c'est-à-dire les responsables. Donc ça va dans les deux sens finalement. Effectivement. Et c'est une résistance qui est difficilement identifiable et qui est difficilement, c'est-à-dire surmontable. Parce qu'on peut motiver
un employé, une composante de l'entreprise, on peut le motiver par n'importe quelle moyenne, mais un chef d'entreprise, c'est lui le patron, on ne peut pas le motiver. Il décide parfois de mettre en place une démarche, une organisation donnée pour satisfaire un client qui a besoin de ça, c'est-à-dire elle se trouve forcée de le faire, et après la chute, il vient rapidement parce qu'on n'avait pas mis en place tous les moyens pour réussir à la démarche. Donc il n'y a pas et c'est pourquoi la qualité, lorsqu'on avait commencé à parler de la qualité au début, on disait toujours qu'il faut une implication de la direction générale. Pas uniquement une implication par des signatures de politique, mais avec une implication réelle, par un engagement réel et par la mobilisation de ressources et par une présence effective, par l'encadrement, l'exemple. Dans l'exemple, dans le Je suis tout à fait d'accord. C'est un tout. Au fait, c'est le top management avec les équipes. Tout le monde travaille ensemble pour un futur de l'entreprise. C'est une co-construction qui se fait pour justement aller de l'avant. Et je confirme tout à fait ça. Parce que si ça ne vient pas du DG, jamais ça viendra. Ça ne viendra jamais du collaborateur. Pensez un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors moi, je vais en arriver à la période par laquelle nous venons de passer, oui. Et aussi les quelques mois vers lesquels on va, parce qu'on est quand même sur une période assez particulière. On a passé 3-4 mois de confinement. Là, c'est la période de la reprise. Est-ce que ces 3-4 derniers mois n'étaient pas une espèce de test grandeur nature pour l'entreprise marocaine en termes d'innovation, de créativité, d'agilité? Est-ce que ce n'était pas une espèce de test grandeur nature finalement? Est-ce que l'entreprise n'a pas été confrontée à une espèce de manque d'organisation, de préparation ou d'agilité d'une manière globale? On en a vu certaines qui ont été particulièrement réactives et créatives, très rapidement, qui se sont mises un petit peu en ordre de marche, et on en reparlera avec si Abdrahim, mais où en est l'entreprise marocaine globalement en termes de créativité? Est-ce qu'on a cette culture-là de pousser les collaborateurs en interne à être créatifs, à être innovants, à proposer des améliorations, même en interne, des fois très pratico-pratiques au niveau de leur activité? Aujourd'hui, la créativité concerne tout le monde. Comme on a dit, c'est la petite entreprise, la grande entreprise. Aujourd'hui, au Maroc, l'agilité commence à prendre forme, surtout avec la crise du Covid. La crise du Covid, elle a un peu facilité l'intégration vers ce mode agile. Et après, donner un pourcentage ou dire combien d'entreprises qui sont dans ce mood-là, je ne suis pas l'experte pour dire quel est ce pourcentage-là, mais en tout cas, en regardant, diagnostiquant un peu ce qui se passe, clairement, les entreprises commencent à donner du sens à ce qu'ils font. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail, il a été mis en place de manière naturelle. Il n'y avait pas de résistance, que ça soit du petit ou du grand. Il y a eu un travail qui a été fait. Quelque part, on a été forcé. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas choisi. Et c'est à se dire, et là, je vous laisse finir votre idée, mais après, on se dira, est-ce que des fois, on ne doit pas être contraint finalement pour aller de l'avant? Je vous laisse finir votre idée, Narges Fiani, avant de passer. Alors, il y a justement cette question de contrainte, parce que voilà, télétravail, on était obligé de le faire, mais à un certain moment, on regardait les entreprises vouloir sauver leur croissance, la performance. Si on regarde juste la petite entreprise du coin, un petit snack, qui voulait justement sauvegarder son entreprise en allant créer autre chose, puisque son magasin, il a été fermé. Pareil pour le pressing, pareil pour, en tout cas, pour l'épicerie. L'épicerie, on a vu des entreprises qui ont créé des plateformes pour que justement on arrive à sauvegarder leur chiffre d'affaires. Donc il y a eu un mouvement de créativité, un mouvement d'innovation qui a pris place et qui continue à prendre place petit à petit. Et je trouve qu'on est dans un bon move parce que la créativité avant on n'y pensait pas, on parlait de transformation, de changement, mais sans parler pour autant d'agilité. Donc là, on est dans ce train-là. Merci infiniment, Narges Fiani. Alors,
Monsieur Taïbi, on se demande quelle est l'utilité d'une norme et on parlait de cette période. Est-ce que finalement la norme a été utile pendant cette période-là? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça a aidé finalement l'entreprise marocaine? Parce que des fois on vit ça comme une contrainte. Est-ce qu'on est aux normes? Est-ce qu'on ne l'est pas? Mais finalement aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? À quoi a Bien été sûr, utile? merci pour cette question. Alors, toujours lorsqu'on parle d'une norme, on parle d'une entreprise. Donc la norme, c'est l'entreprise, c'est l'acheteur, c'est le client, c'est le fournisseur. Mais avec le Covid-19, la norme a montré son utilité pour le public, pour le grand public. On trouve des gens dans la rue qui demandent des produits conformes à la norme, des masques conformes à la norme, des marques certifiées. Donc la norme a permis, ou cette période, ou cette pandémie, a permis de montrer que la norme est toujours utile pour s'adapter aux différents contextes. La norme, dans sa définition, c'est apporter des solutions à des problèmes répétitifs. Donc, il a su apporter des solutions pour proposer, pour vous parler du cas de Limanor avec le Covid-19. Donc, juste après, c'est-à-dire la période de confinement, nous avons établi une norme marocaine qui reprend les principales exigences des normes internationales en termes de performance, en termes de respirabilité pour les masques, et nous les avons proposés aux entreprises, ce qui a permis de mobiliser plus de 400 entreprises qui ont obtenu leur certification. Ce n'est pas uniquement des déclarations de conformité, donc ils se sont mobilisés pour produire des masques, pour les faire évaluer, avoir des certifications et les proposer aux Marocains avec des labels qui attestent que le produit est bon. Et on a suivi ce processus par la normalisation des visières rapidement, la normalisation des blouses et des combinaisons. Et voilà pour vous dire. Aujourd'hui, il y a 400 entreprises. 400, à peu près 400 qui ont été dans la démarche. Donc, qui ont été pour les masques en tissu non tissé et les masques en tissu réutilisable. Et là, ça a montré aussi l'importance de mobilisation, parce que le gouvernement a su mobiliser les opérateurs économiques pour, premièrement, apporter des solutions au Maroc, et deuxièmement, pour saisir les opportunités, parce qu'il y avait des problèmes sociaux, des problèmes au niveau des entreprises. Donc, c'est-à-dire l'intérêt porté par l'entreprise à la fabrication des masques a permis de résoudre un certain nombre de problèmes de chômage, de problèmes d'activité et de productivité. Et ça a été intéressant pour tout le monde. Et les entreprises ont commencé aussi à exporter, et le Maroc a pu atteindre des objectifs. Je ne pense pas qu'il y ait un pays de la région qui a pu atteindre une telle production en termes de... Alors, d'ailleurs, quelle est notre situation, la situation du Maroc dans la scène internationale en matière de normes, en fait, de manière globale? Donc, aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, comme les pays européens, les pays qui ont un niveau technologique donné. Par exemple, la norme aujourd'hui, c'est quoi la norme? C'est la traduction de la technologie. Ça veut dire, lorsqu'on a une technologie, on essaie de la documenter, de la mettre sur la norme et de la vendre au niveau international. Comme ça, on utilise l'outil normatif pour faire valoir notre technologie. Le Maroc, comme tous les pays d'ailleurs en développement, nous sommes plutôt... On n'a pas beaucoup de production industrielle qui est la nôtre, c'est-à-dire qui vient du Maroc. Bien sûr, nous avons une activité industrielle, mais généralement, ce sont des activités qui existent au niveau international. Lorsqu'on compare le Maroc ou l'état de réalisation en matière de normalisation au niveau régional, c'est très important. Nous avons aujourd'hui à peu près plus de 15 500 normes marocaines, donc c'est déjà important. 15 500 normes marocaines. Et aujourd'hui, nous sommes également membres des principales organisations de normalisation internationale, ISO, IEC, etc. Lorsque je dis membre, pas uniquement pour adhérer en tant que membre. Le fait d'adhérer à ces organisations nous donne le droit de prendre ou de reprendre toutes ces normes et de les adopter rapidement en tant que normes marocaines. Ça veut dire la norme internationale est considérée comme une extension de la norme marocaine. Il y a un répertoire de ces normes-là, oui, par secteur il y a un catalogue des normes marocaines, comme le catalogue des normes internationales. Donc, je vous ai donné le chiffre Maroc 15 500. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas confondre la norme avec la norme ISO 9001. Bien sûr. Je vous ai parlé du Maroc, nous avons 15 500 normes. Aux États-Unis, il y a plus de 180 000 normes. Et la norme 9001, c'est une norme qui existe dans ces 180 000. En France, plus de 35 000 normes.
En Turquie, plus de 40 000 normes. Donc on va dire que l'ISO a été mieux marketée que les autres normes. Non, même ces normes-là sont des normes ISO. Ce sont des normes ISO. L'ISO a commencé sa première norme en 1956. C'est une norme qui a été utilisée partout dans les écoles d'ingénieurs. Les normes avec 2 lignes, les conditions normales de température et de pression. Chacun de nous qui a fait des essais au laboratoire, elle sait que pour faire des essais, il faut travailler selon des conditions de 25 degrés Celsius dans l'atmosphère, et là c'est normalisé. Mais malheureusement, on oublie la naissance de la norme. C'est normal parce que le marché, et c'est pourquoi on l'a dit tout à l'heure, nous avons un contexte donné. Il faut résoudre nos problèmes, commencer par résoudre nos problèmes. C'est vrai, en Europe, aux États-Unis, il n'y a pas de problème de conformité à un nombre de produits. C'est un acquis. On ne peut pas sensibiliser une entreprise en Europe pour lui dire, s'il vous plaît, il faut fabriquer conformément à la norme de produits. Là, c'est une évidence. Alors, ce qui est nouveau, ou ce qui est à promouvoir, pour maintenir cette évidence ou cette conformité, il faut une norme de management. Donc c'est important, c'est une capitalisation et c'est une optimisation. Aujourd'hui, nous, il faut faire le premier pas. Le premier pas, on l'a commencé par le commencement. Il faut qu'on règle cette question. Bien sûr, cela n'exclut pas qu'il y ait des entreprises qui ont déjà atteint au Maroc, heureusement, des entreprises qui ont atteint un niveau de conformité très important et elles ont besoin pour intégrer les chaînes d'approvisionnement internationales ou avoir des marchés au niveau international. Elles sont dans l'obligation de s'aligner aussi avec les standards internationaux de management. Alors, monsieur Taïbi, d'une manière concrète, est-ce que il y a un impact direct des normes sur la situation économique marocaine? Je parle clairement d'import et d'export. Est-ce que ça peut être un levier qui aide à exporter plus, finalement, vers certains pays? Et puis, est-ce que ça peut être aussi un outil qui nous permet, comme c'est le cas pour d'autres marchés, de soutenir un peu une production de qualité, une production locale, et protéger aussi finalement le consommateur marocain de ne pas recevoir n'importe quoi de n'importe où, et donc de mettre ça comme de vraies barrières techniques qui nous permettent d'aller de l'avant. Vous avez donné toutes les réponses à votre question. Effectivement, la norme, elle a ce double rôle. Le rôle de protéger le consommateur, de protéger l'entreprise et de promouvoir les exportations à l'étranger. Protéger le consommateur parce qu'elle renferme la qualité minimale à respecter. Donc, en se conformant à la norme de produit, vous n'auriez pas de risque pour avoir un produit qui n'est pas apte à l'usage. Pas uniquement lorsqu'on parle de respecter le consommateur, pas uniquement en évitant de lui proposer des produits dangereux. Non, le consommateur aussi a le droit d'un produit apte à l'usage auquel il est destiné. J'achète un produit pour fonctionner de cette manière, je dois trouver ces fonctionnalités. Alors c'est la norme qui peut garantir cet objectif. Deuxième élément, c'est pour exporter. Aujourd'hui, dans la plupart des marchés internationaux, si vous n'apportez pas la preuve de conformité à la norme, vous ne pouvez pas accéder à ces marchés. Je vous donne l'exemple le plus courant qu'on a vécu ici au Maroc pour les produits d'origine halal. On sait tous que le Maroc, la plupart des produits, sinon la majorité ou la totalité des produits sont halal. Mais pour accéder à des marchés dans asiatiques, il faut apporter la preuve de conformité à la norme. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons mis en place ce système ou cette certification de conformité et aujourd'hui, nous avons plus de 150 entreprises certifiées halal qui exportent. Sans ce certificat, elles ne peuvent pas exporter. Donc la norme, c'est un levier pour l'export et aussi, c'est un moyen de protéger l'économie. L'économie marocaine a besoin de travailler, ou l'entreprise marocaine a besoin de travailler, ou a le droit de travailler dans des conditions de concurrence loyale. Donc le Maroc est ouvert, mais il faut que l'importateur et le fabricant local travaillent sur les mêmes bases. Trouver une entreprise qui produit dans des difficultés organisationnelles au Maroc et qui fait la concurrence avec une entreprise qui vient d'un pays qui a réglé ses problèmes de conformité, sans toutefois leur imposer des normes strictes, ça pourrait aussi impacter négativement l'entreprise marocaine. Donc ce qui fait la norme, c'est une règle qui est là pour protéger le consommateur, protéger l'entreprise et mettre en place les conditions d'une concurrence loyale pour l'intérêt du consommateur, mais pour l'intérêt de l'économie. Parce que l'économie a besoin de l'importation, a besoin de la production locale, et la norme permet de réguler ce marché et de créer une équité dans les affaires.
encourager la solidarité, pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. On va revenir aux normes, on va parler de réglementation aussi, Monsieur Taibi. Avant, on met à chaque fois une touche de créativité dans nos échanges. Est-ce que il y a une démarche particulière à adopter pour une entreprise pour aller vers la créativité, vers l'innovation? Est-ce qu'il y a une démarche précise à suivre? Oui, il y en a pas mal. Mais moi, avant de répondre à votre question, je suis un peu curieuse parce que là, on parle de l'économie. Après, peut-être il faudrait aussi qu'on traite peut-être dans ce cadre-là le côté code de travail, côté humain dans le cadre de l'entreprise, parce que ça a toute son importance justement durant cette période de Covid, parce qu'il y a énormément de choses peut-être à secouer, à discuter ensemble. Pour revenir à votre question, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes créatives à mettre en place au niveau des entreprises. Maintenant, ces méthodes créatives, elles dépendent des problématiques de l'entreprise. Chaque entreprise a sa propre problématique, a sa propre culture, parce que même en ayant une méthode, on peut pas appliquer la méthode telle qu'elle est pour toutes les entreprises. Et donc, du coup, on a besoin de mettre la méthode une méthode sur mesure dans cette entreprise selon la culture et sa problématique. Maintenant, par exemple, nous chez Grow and Shine, on utilise plusieurs méthodes créatives, notamment le Lego Series Play avec lesquels jouaient les enfants. Donc aujourd'hui, par contre, il est adapté dans le cadre du corporate et on l'utilise. C'est une méthode qui est utilisée au niveau international, notamment aux États-Unis. Et aujourd'hui, on accompagne avec les entreprises et pour mettre cette culture de créativité et pour générer des idées créatives. Cette méthode aussi peut durer d'une demi-journée jusqu'à 4 jours, si j'ai à expliquer un peu, à donner une durée. Et elle vraiment elle stimule l'intelligence collective, crée une belle dynamique entre les équipes et améliore la communication dans un cadre vraiment authentique. Pardon, Nargis Feni, est-ce qu'on est dans une logique où on a des intrants? Par exemple, est-ce qu'on parle des normes? Est-ce qu'on peut imaginer que quand on veut mettre en place, par exemple, un atelier de créativité pour lancer un nouveau produit, qu'avant de lancer cet atelier, qu'on se renseigne sur quelles sont les normes à respecter, et puis qu'on intègre ça à la réflexion, ou est-ce qu'il faut que ce soit délié de toute condition et de toute norme? Alors, il y a un travail justement qui se fait en amont, il y a un cadrage qui se fait avec l'équipe qui lead le projet, donc ça c'est en amont qui se fait. Après, il y a par la suite les ateliers. Et dans ces ateliers-là, on pose le cadre. C'est quoi le défi auquel on est confronté? Et donc, on travaille tous intelligemment, donc en allant du jeu vers le nous, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc, chaque personne, chaque individu, au fait, fabrique sa réflexion à travers les Legos. Et par la suite, justement, tout le monde partage et explique son histoire à travers ces Legos-là pour justement à la fin en sorte avec une décision commune et partagée. Ça peut aller, on peut justement travailler sur les normes. Par exemple, on peut challenger, bousculer les normes actuelles en disant voilà, cette norme-là actuelle, elle n'a pas raison d'être ou peut-être il faudrait la changer ou l'améliorer, l'innover, la rénover. Comment on peut le faire? Donc, comment on peut le faire? En réunissant toutes les personnes, tous les intervenants de l'entreprise, allant du collaborateur au directeur, pour justement se mettre à la fin d'accord sur la norme à mettre en place. Nous, en tant que facilitateurs, on n'a pas c'est pas nous qui avons le savoir, mais plutôt les personnes qui sont là, qui ont le savoir, et c'est à eux de mettre justement c'est à eux de trouver justement cette réponse. Pardon. Alors, qui crée les normes, Monsieur Taibi? Est-ce qu'un groupement d'entreprises, si une norme n'existe pas dans leur secteur, dans leur métier, peuvent venir vous voir
pour essayer de mettre en place une norme de qualité, par exemple, par rapport à tel ou à tel produit? Comment ça se passe concrètement? La norme, elle doit émaner de la partie prenante, généralement de l'industrie. Parce qu'un produit fabriqué, il faut le normaliser pour pouvoir assurer la même qualité durant tout le temps. Alors, on est bien dans le volet industriel. C'est industriel, et généralement c'est l'industrie. Mais après, la norme a pris d'autres dimensions. Et pour répondre à votre remarque de tout à l'heure pour la réglementation et le code du travail. Alors, la norme, c'est une proposition. Généralement, les entreprises disposent de leurs normes internes. On ne peut pas envisager aujourd'hui une entreprise qui fabrique un produit de ne pas se baser sur une norme. Même si ce n'est pas une norme nationale ou internationale, c'est une spécification technique. On parle toujours de spécification technique. Alors, pour pouvoir harmoniser, les normes regroupent ces spécifications et choisissent la meilleure spécification ou la spécification optimale. Donc, on réunit un comité technique de normalisation qui regroupe toutes les parties concernées, toutes les parties prenantes, et commence à discuter. Quels sont un produit donné doit être caractérisé, voilà les caractéristiques à respecter, et on commence à faire des propositions de manière à assurer l'équilibre entre toutes les parties. Généralement, comme le cas pour le Maroc, comme pour d'autres pays, ces normes existent au niveau international. Donc, avant de commencer la normalisation d'un produit donné, l'IMANOR informe la commission de normalisation que voilà ce qui existe au niveau international. Et c'est à vous de voir dans quelle mesure vous pouvez adopter intégralement la norme internationale ou l'adapter pour pouvoir faire une qualité donnée pendant un moment, ou bien l'adapter au contexte marocain. Parce qu'il y a dans certains cas, on trouve des normes, par exemple dans le secteur électrique, qui ne sont pas adaptées aux conditions climatiques du Maroc, aux conditions économiques du Maroc. Donc le processus de normalisation qui fait parler tout le monde, donc tout le monde participe, et de manière à trouver la solution optimale qui rapporte à tout le monde. Alors là, c'est l'industrie. Mais la norme, si je vous donne quelques autres normes, ils ne sont pas fruits au résultat d'une proposition de l'industrie. Ils sont venus puisque les consommateurs ont voulu voir ces normes. C'est le cas de la norme, par exemple, ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. Ce sont les organisations de société civile qui se sont mobilisées pour dire, voilà, il faut humaniser la normalisation. Vous vous intéressez à la production, aux clients et fournisseurs, mais il y a d'autres questions centrales à prendre en considération. Pardon de vous couper, mais on s'approche un peu vers la fin de l'émission, et je tiens absolument à vous poser une question. Il y a la réglementation. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire en fait lié à la norme? Et puis, finalement, entre normalisation et réglementation, quelle comparaison, quelle différence il y a finalement entre les deux? Normalement, la réglementation et la normalisation sont complémentaires. La différence, c'est que la réglementation est obligatoire, la normalisation est volontaire. Mais la normalisation est un support à la réglementation et est aussi vecteur d'application de la réglementation. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, du Code du travail. Pour pouvoir avoir la certification ISO 45001 qui est volontaire, ou 14001 sur l'environnement qui est volontaire, vous devez apporter la preuve que vous avez respecté la réglementation marocaine. Même si la certification sécurité ou environnement est exigée par un partenaire étranger, mais il vous oblige à respecter votre réglementation. Donc la réglementation, c'est l'obligation. Vous n'avez pas le droit de mettre sur le marché un produit qui ne respecte pas la norme. C'est la loi du gouvernement. La norme, c'est la loi du marché. Donc voilà la différence. C'est tous les lois. Et le plus sévère parfois, c'est la loi du marché. Parce qu'avec le gouvernement, vous pouvez échapper au contrôle, mais avec le marché, si vous respectez pas les normes de produits et de management, vous n'auriez pas la chance d'accéder à des marchés ou de jouer avec des concurrents qui viennent de différentes... Le marché ne pardonne pas. Il ne pardonne pas et il n'oublie pas. Alors, un conseil pour nos dirigeants ou une recommandation, un dernier mot. Un dernier mot, il faut oser. On parle toujours que le Maroc cherche à faire des partenariats avec l'Europe, elle a des partenariats avec l'Europe, avec les États-Unis, avec beaucoup de choses. Donc nous avons un outil de production performant et les normes sont accessibles. Donc nos indicateurs ne sont pas très importants lorsqu'on compare les indicateurs du Maroc en matière de certification qualité, environnement, sécurité, etc. Donc on a un potentiel important et il faut oser. Il ne faut pas reporter ce qui nous arrive, de dire c'est bien, mais on va le faire. Il faut le faire immédiatement. Voilà. Merci infiniment, Abdelrahim Taibi. Merci. Narjis Fiani,
Un mot de clôture et puis un conseil peut-être pour nos dirigeants. Alors moi, ce que je dirais, les normes et les procédures et les réglementations, elles sont inévitables aujourd'hui. Ils vont exister, ils vont toujours exister. Maintenant, il faudrait justement inclure cette culture de créativité aussi pour développer cet esprit d'initiative. Sinon, ça va être vraiment un blocage pour la croissance. Il y a des choses qui bougent. On est dans un monde qui bouge, il faudrait vraiment être dans l'adaptabilité, la flexibilité et la réactivité. D'ailleurs, comme a dit M. Taibi, la norme, c'est le minimum. Après, voilà, charge aux dirigeants, charge aux entreprises d'aller un petit peu plus loin. Oui, justement. Merci infiniment. Je rappelle que j'ai eu avec moi Najeh Sefiani, fondatrice et Managing Director de Grow & Shine Consulting, et Abdelrahim Taibi, directeur de l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre émission sur l'organisation, les normes, les procédures et donc les outils indispensables à la croissance. Je vous retrouve dans quelques instants avec nos deux invités. Youssef Ladnani, le directeur général de Cerci Trust Maroc, et Khalid Yousfi, directeur commercial et marketing de la Poste Digitale. À tout de suite.